Didier Bouni-Volo, Nathalie et Christelle Sassou Nguesso ont inauguré voilà, une école, visiblement construite avec de l'argent volé au Congo-Brazzaville. C'est le moins qu'on peut dire. Bon, en tout cas, ce n'est pas Tshisekedi Chilombo qui leur a donné l'argent. Première chose. Deuxième chose, il faut que, quand il y a de telles opérations, Christelle Denis Sassou Nguesso et sa femme nous disent qui sont les donateurs. Vous savez, ce genre d'activité, que vous soyez aux États-Unis, en France, en Chine, il faut avoir des donateurs, c'est-à-dire des grandes entreprises qui vous font qui font du mécénat, qui vous font des dons. Donc, nous savons très bien que c'est l'argent public congolais. Mais je vais encore mieux expliquer les choses aux Congolais. En fait, moi, je ne connaissais pas cette école, hein, École Regard d'Afrique Academy. Alors, semble-t-il que cette école, la première se trouve plutôt à Brazzaville, donc maintenant, ils ont ouvert à Kinshasa. Semble-t-il que beaucoup de responsables congolais mettent leurs enfants dans cette école. Mais cette école, en fait, elle ne sert pas à former les cadres congolais. Même quand on vous parle de l'université Denis Sassou Nguesso, Monsieur Perrin, ne vous trompez pas. Même quand on vous parle de BGFI Bank ou la banque de Monsieur Okemba, en fait, toutes ces unités sont là pour blanchir leur argent, puisque c'est des unités officielles. Au Congo, on n'a pas un système bancaire où on va vous dire payer par chèque, payer par virement, payer par, comment on appelle ça, payer par carte bleue. Les frais de scolarité, tout est versé en espèces. Dites-moi, qui contrôle le nombre d'élèves ou d'étudiants dans ces écoles-là et dans ces universités? Donc, eux, ils déclarent les recettes des étudiants ou de telle ou telle chose. En fait, c'est l'argent du pétrole, l'argent des mines, l'argent des douanes, l'argent qu'ils détournent. Comme ils ne peuvent pas aller verser cet argent dans leur compte offshore comme ça, donc ces business sont autant d'unités pour blanchir donc l'argent. Comme ça, ils vont dire, ce sont les recettes de notre école, ce sont les recettes de notre banque, ce sont les bénéfices de telle ou telle entreprise, mais en réalité, c'est du blanchiment d'argent, c'est de l'argent public. Et donc, c'est une famille qui, qui vraiment fait du tort à notre pays. Mais nous sommes repartis dans la société sauvage. Oui, mais l'argument aujourd'hui, c'est de dire non, c'est parce que vous ne savez pas, vous ne connaissez pas la dangerosité de ces jeunes délinquants. Ils sont mais vraiment criminels, ils sont cruels, Mais personne n'a c'est dit parce le que vous ne contraire, vivez monsieur pas ça. Perrin. Et cet argument Monsieur suffit Perrin, pour justifier. personne n'a dit le contraire. Personne n'a refusé le caractère criminel des bébés noirs. Mais tout ce qu'on demande, c'est que les choses soient faites dans les règles de droit. Je vous ai cité l'exemple de Wesso, où une vingtaine ou une trentaine de jeunes sont ramassés dans la ville, sans qu'on leur dise pourquoi on les arrête, sans qu'on leur dise qu'est-ce qui se passe. Et ces jeunes témoignent en disant, mais moi, je suis opérateur économique, je ne suis pas un voyou. Mais c'est quoi? Et quand bien même qu'on détruit les maisons, mais c'est quel cadre légal qui dit qu'il faut détruire les maisons? Et je l'ai dit sur votre chaîne la dernière fois. Lorsque les Angolais prennent Kimongo, pourquoi on n'envoie pas la sécurité présidentielle? Alors Didier Bouindi-Volo, puisque vous rappelez à Kimongo, évidemment, nous savons que là-bas, il y a eu plusieurs incursions d'ailleurs de l'armée angolaise et l'armée congolaise n'a jamais réagi, mais aussi à Tiambanzasi où les soldats angolais sont entrés tuer le chef du village et son secrétaire. Là aussi, on n'a pas vu l'armée congolaise réagir. Bon, moi, j'aime bien les appeler comme ça, une milice de Sassou Nguesso, c'est la vérité. Bon, après, il faut qu'on nous démontre un peu le contraire. Mais donc, on a constaté que, bon, encore, on peut encore le leur concéder, l'armée congolaise est formée pour tuer les civils et non pour aller défendre la République. Didier Bouni-Volo, je vous posais donc la question de savoir comment expliquer qu'un ministre donc
porte-parole du gouvernement, soit aussi conscient, tel que nous l'avons tous constaté, de détournement de la taxe RAV et ne cite pas le nom des auteurs, si ça existe bien entendu, puisqu'il parle de plus de 20 ans que cette taxe est détournée. Et donc, il a bien conscience que la taxe est détournée. C'est quand même 1000 francs par ménage abonné à EKRC. Et le ministre porte-parole du gouvernement a dit, il était un peu, bon, il a utilisé des termes comme ça, chagriné, il était un peu peiné, mais il sait que l'argent est détourné, mais ne cite pas les auteurs. Moi, je voudrais que les Congolais remontent en 2016, lorsque le PCT et Denis Sassou Nguesso commencent, 2015 plutôt, commencent à changer de constitution. Et il y a une nouvelle constitution qui est proposée au référendum. On pose la question au ministre Alain Atipo Akwala pour savoir un peu pourquoi, quelle est la nécessité. Et sa réponse, c'était quoi à l'époque? Nous sommes quand même en 2015, donc ça remonte d'il y a 10 ans. Disons oui. Il disait que Denis Sassou Nguesso a raison de proposer une autre constitution parce que la constitution de 2002, c'est ça, hein? Tout à fait. La La 2002 ne constitution convenait plus. ne convenait, non, surtout qu'il disait que la constitution de 2002 ne permettait pas au gouvernement de bien lutter contre la corruption. Donc, avec la nouvelle constitution, ça va donner au gouvernement congolais les moyens de bien lutter contre la corruption. Et moi, j'avais posé à l'époque la question à M. Alain Atipo Akwala que si vous, en tant que ministre, vous parlez de la corruption au Congo, ça suppose que vous connaissez les corrompus et les corrupteurs. Mais dans ce cas, ça ne sert à rien de changer la constitution. Il suffit d'arrêter les uns et les autres et de les sanctionner. Et aujourd'hui, vous me posez la question, Monsieur Perrin, comment se fait-il que Thierry Mongala se plaint du fait qu'il y a une taxe qui est prélevée pour financer l'audiovisuel public? Au final, cette taxe qui est de 1000 francs payée par chaque Congolais qui a un compteur électrique de la SNE aujourd'hui, E2C et KRC, comme on le dit, eh ben, le ministre à qui on doit reverser cette taxe pour s'occuper de l'audiovisuel se plaint du fait que l'argent disparaît et il ne le voit pas, ça fait 20 ans. Mais M. Thierry Mungala, il ne suffit pas d'informer les Congolais, mais maintenant il faut qu'ils disent par quel mécanisme la taxe est prélevée jusqu'au compte public. Pourquoi cet argent n'arrive pas au trésor et pourquoi cet argent ne finance pas l'audiovisuel. Et on connaît les plaintes des professionnels de Télé Congo qui connaissent leur travail, mais seulement, ils ne peuvent pas travailler du fait qu'ils manquent de moyens. Il manque vraiment des moyens. Mais vous avez comme ça, monsieur Perrin, toutes les taxes au Congo. Est-ce que les Congolais savent qu'ils payent plusieurs taxes? On ne découvre pas, mais pour moi, non. Je pose la question aux Congolais, est-ce qu'ils connaissent la TVA? La TVA, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. C'est quoi cette taxe? C'est une taxe qui est prélevée par l'État de façon indirecte parce que l'État délègue aux commerçants de prélever une taxe de 20% à peu près sur le prix du produit. Pour être très clair, quand vous achetez un produit à 1000 francs, en réalité, il y a 200 francs que l'État prélève. On aurait pu acheter ça à 800 francs. Lorsque vous achetez votre litre de pétrole à 1200 francs, eh ben, l'État prélève 220 francs parce que c'est cette TVA. Donc, les commerçants, à la fin de l'année, reversent cet argent à l'État. Et cette TVA, c'est tout le monde qui le paye. Celui qui achète une voiture, celui qui achète une baguette de pain, celui qui achète de la literie, celui qui va acheter un ticket de bus. Or, cette taxe dans tous les pays du monde, France, États-Unis, Chine, Russie, rapporte des milliards et des milliards au compte public. Mais chez nous, on ne sait pas où passe cet argent. Or, les taxes qu'on paye, l'une des assiettes sur les taxes au Congo, vous avez parlé de la rave. Mais Tout à fait, regardez, oui. Christian Yoka, ministre des Finances, qui rencontre les douaniers, se plaint du fait que la douane est corrompue. Écoutez ce qu'il dit. Il dit on aurait pu avoir des problèmes ailleurs, à tel endroit ou tel autre endroit, mais pas au premier endroit où doit entrer l'argent. Et chaque mois, payer les salaires, c'est difficile. Chaque mois,
tenir nos obligations internationales, c'est très, très, très difficile. Mais ce monsieur, ce n'est pas le langage d'un ministre des Finances. À quel endroit il est autorisé de voler, monsieur Perrin? Il dit, j'aurais pu accepter que ça se passe à d'autres endroits. C'est-à-dire que si c'est la douane de Ngabazoko, on accepte. Si c'est la douane de Yoro, on accepte, mais pas la douane de Pointe-Noire. Donc voilà un ministre qui autorise les fonctionnaires d'aller voler à Wesso, d'aller voler à Tingidi, d'aller voler à Kakamweka, mais pas à Pointe-Noire. Ça veut dire quoi? C'est interdit de détourner l'argent public, point. Peu importe le lieu où sont les douaniers, ils doivent faire leur boulot en respectant l'éthique professionnelle. Donc, Oui, mais vous avez comme pardon, ça. Didier Moïni-Volo, que de leur parler comme ça, pourquoi ne les a-t-il pas sanctionnés? Puisqu'apparemment, il connaît les voleurs, il connaît ceux qui détournent ces taxes, qui détournent Mais l'argent. c'est ça qui est incompréhensible, monsieur Perrin. Que vous et moi, qu'on se plaigne des détournements d'argent, de la gabégie, de l'opacité et autres, c'est une chose. Mais pas ceux qui sont censés gérer le pays. Sassou Nguesso se plaint qu'au lieu de 3 milliards, on demande 9 milliards. Mais il sait qui le demande. Il sait qu'il a inscrit et il sait qui prend cet argent-là. Quand Thierry Mungala se plaint, mais Thierry Mungala sait ce qui se passe. Il sait qui de ses collègues met la main sur cet argent ou qui sont les hauts fonctionnaires nommés par eux qui sont censés gérer ces entrées d'argent, mais qui les détournent. Quand le ministre Christian Yoka dit qu'il a du mal à payer les salaires ou encore à tenir nos engagements internationaux, et qu'il va s'adresser aux douaniers, il doit nous dire comment il va maintenant sécuriser les douanes, quels outils de travail ils vont avoir, qui va permettre la traçabilité et le contrôle pour éviter les détournements. Or, ce qui est dangereux pour notre pays, ce sont les pompiers pyromanes. Ce sont eux qui créent des problèmes et ils font semblant de venir vous dire qu'il y a un problème et ils ne vous disent même pas comment ils vont trouver des solutions. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec un tel gouvernement? Il n'y a rien à attendre, il n'y a rien à faire. Et c'est un visage triste que ce gouvernement présente à la face du monde. Parce qu'il faut savoir que dans tous les pays du monde, quand un ministre parle, quand un président parle, mais il est écouté par l'étranger aussi. Qu'est-ce que les autres pays de la CEMAC pensent des propos tenus par Sassou quand il parle de la loi de finances, où il dit que les chiffres sont multipliés par 2, 3, voire 4. Donc, ça suppose que notre budget de 1700 milliards de dépenses, en réalité, on ne peut même pas avoir 500 milliards de dépenses pour l'État congolais. Donc, ça suppose qu'on gonfle les chiffres pour détourner l'argent. Et ce qui le dit, le président de la République. Quelle est sa crédibilité vis-à-vis des autres présidents de la CEMAC, de l'Afrique et du monde? Mais la preuve, c'est qu'il fait sa déclaration devant les corps diplomatiques qui sont parfois dans la salle, là, en train de l'écouter, déclarer ce genre de choses. Et on comprend très bien qu'au Congo, comme on l'a dit, hein, d'entrée de jeu, la corruption est vraiment généralisée. Le vol, les détournements de deniers publics ont été érigés en mode de gouvernance, c'est le cas de le dire. Mais pendant ce temps, il y a des fonctionnaires qui n'ont pas leur salaire. Je parle ici des fonctionnaires de la mairie, par exemple, de Dolisie, qui accusent actuellement plus de 97 mois, 97 ans, donc plus de 8 ans d'arriérés de salaires impayés. Et nous apprenions d'ailleurs depuis ce matin qu'il y a des tensions, évidemment, des tensions vives qui règnent au niveau du ministère des Finances, à la Banque postale, à la Banque sino-congolaise, parce que la Banque postale verserait désormais que la moitié des salaires à ses agents. Donc d'un côté, il y a beaucoup d'argent, cet argent est capté, volé, détourné, le président de la République le sait, les ministres le savent. De l'autre, c'est les travailleurs qui peinent à toucher leur salaire. Et ça fonctionne comme ça. En fait, ici, ma question était de savoir, puisque c'est le PCT qui est au pouvoir, qui est revenu au pouvoir par les armes, que veut réellement le PCT? Je ne pense pas qu'il soit inconscient de ce qui se passe au Congo. Ils savent bien que le pays est en train de mourir, mais ils continuent à s'accrocher et à vouloir encore se pérenniser au pouvoir avec ces méthodes. On est en train de voir le pays, mais disparaître, il faut le dire comme ça. Que Hmm. veut réellement le PCT? Alors, le pays va disparaître, ne vous inquiétez pas.
il n'y a qu'à voir le nombre des étrangers chez nous. Et d'ailleurs, on se lamente, vous et moi, mais vous l'avez dit, est-ce qu'il y a encore un capitaine dans ce bateau qu'on appelle le Congo? Est-ce que ce bateau va accoster à bon port? Mais il faut, pour encore enfoncer le clou, vous avez cette journaliste de Tieleka, Madame Mabiala, qui pose des questions très pertinentes. Elle pose la question à Arlette Nono-Soudan. Qu'est-ce qui se passe à Dimoneka? Qu'est-ce qu'on apprend dans la réponse d'Arlette Nono-Soudan? C'est que des entreprises minières ou autres qui sont en train de détruire l'environnement au Congo, alors même que la ministre Arlette Nono-Soudan a pris des notes de service pour mettre fin à leurs activités, ces entreprises continuent leurs activités. Et on comprend dans la réponse de Arlette Nono-Soudan que le Premier ministre s'est rendu avec certains ministres, mais malgré tout, les choses ne sont pas appliquées sur le terrain et que les entreprises continuent. Et Arlette Nono-Soudan charge plutôt les préfets et les élus locaux comme responsables de la pagaille. Donc, ça suppose qu'un préfet ne respecterait pas les décisions du ministre, du gouvernement. Oui, mais c'est la Ça veut dire question que qu'il les faut donc élus se locaux poser. ne Est-ce que respecteraient pas les les décisions du préfets, gouvernement. les préfets ont beaucoup plus de pouvoir que le Premier ministre? C'est ce qu'on est en train de nous faire comprendre là. Et Mais j'avais c'est ce que raison de dire, finalement, on ne sait même plus si dans le bateau Congo, le capitaine est encore là ou il est mort et est-ce qu'il n'a mais pas c'est ce que été jeté Arlette dans la Nono mer? Soudan dit. Arlette Nono Soudan dit que le Premier ministre s'est rendu sur place avec d'autres ministres, avec une délégation, mais au final, les entreprises n'ont pas cessé leurs activités. Mais qui sont ces entreprises? Les têtes d'érosion qui avancent à pas de géant, des arbres abattus sauvagement, destruction de l'habitat faunique, pollution des eaux, décapage des sols pour orpaillage, tel est le triste décor que présente la biosphère de Dimonica dans le département du Kwilu. Cette réserve naturelle, pourtant reconnue par l'UNESCO depuis 1988 comme patrimoine mondial, est en proie à une forte pression humaine qui pourrait emmener l'UNESCO à le déclasser en raison de l'orpaillage illégal qui s'opère par la société City Sarl qui met en danger cette biosphère et les populations au mépris de la loi portant gestion durable de l'environnement en République du Congo. Un mois après avoir ordonné la suspension totale des activités de cette société sur les 2 sites d'exploitation, la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nono, accompagnée de l'ambassadeur d'Allemagne au Congo, a effectué une mission d'État sur place avec pour mot d'ordre auprès des autorités locales la fermeture totale de ces sites, ce après avoir pris une réquisition auprès du procureur général près la cour d'appel de Pointe-Noire. Ils doivent partir parce qu'ils dégradent la forêt. La population n'en bénéficie absolument rien. Ça ne fait même pas 2 mois qu'ils sont là. Mais regardez comment est-ce qu'ils dégradent la forêt. Et qu'est-ce que la population en bénéficie à la fin? Absolument rien. Donc ils doivent partir. Lorsque nous travaillons de façon artisanale, nous ne dégradons pas la biosphère. Mais regardez de vous-même ce qu'ils font, alors que c'est une réserve naturelle. Dans ce site de Yanika, composé d'une forte logistique pour ses opérations d'exploitation, a déjà vu partir en 2 mois seulement toute la végétation. Un désastre de trop pour Arlette Soudan-Nono. Je ne ferai pas plus de commentaires à ce stade. Mais je vous laisse constater toute la dégradation de cet écosystème qui est une zone de biosphère de l'UNESCO. Nous sommes au Congo. Et donc, les décisions du gouvernement congolais, même les entreprises étrangères ne les respectent pas. C'est quand même curieux. Alors, le Congo, ce n'est même plus une tyrannie. J'avais dit que c'est un gang, ce n'est même plus le gangstérisme. C'est-à-dire que le Congo, c'est devenu une no man's land. C'est-à-dire que c'est un territoire sans foi ni loi. En fait, c'est un Sassou État avait, qui a livré sa population à l'esclavage, parce que pendant que vous le dites, le constat qu'on a fait, c'est quoi? Toutes les entreprises qui s'installent au Congo, les entreprises étrangères, surtout chinoises, mais aussi d'autres nationalités, même africaines, généralement traitent les Congolais, donc les agents, les travailleurs congolais, comme des esclaves. mais bien sûr, Généralement, ils n'ont pas de contrat de travail, on les prend comme ça, on peut les virer comme on veut, on les paye à la main, parfois c'est, voilà, ça ne respecte même pas le SMIC congolais. En fait, ils traitent il les n'y a pas Congolais de comme ils contrat de veulent et travail. l'administration au courant, l'administration bien sûr du travail,
bien au courant, mais ne réagit pas. Mais parce que je pense que même le pouvoir a lui-même perdu la main sur la gestion de l'économie de notre pays. Et ils ne savent même plus par quel bout reprendre les choses. En fait, quand vous prenez les réponses de Thierry Mungala par rapport à la taxe audiovisuelle, quand vous prenez la réponse de Arlette Nono-Soudan, quand vous prenez les plaintes du ministre Yoka face aux douaniers, mais vous pouvez aussi ajouter les plaintes du directeur général de la police face à la délinquance, où il dit, mais je ne comprends plus rien. On arrête les gens, ils sont à la maison d'arrêt, ils sont enfermés, mais on les retrouve encore dans les quartiers. Certains sont à Paris, se filment devant la Tour Eiffel et on entend des gens qui disent Wana chance Nabango. En fait, les dirigeants du Congo ont perdu la main, ont perdu le contrôle de la gestion de la chose publique. Si les Congolais aiment encore leur pays, si les populations congolaises aiment leur pays, il leur reste une seule chose que le CRC leur dit. Soulevez-vous, faites la révolution. Monsieur Perrin, la situation actuelle, prenez notre interview, montrez ça dans toutes les écoles de sciences politiques au monde entier, ils vous diront, il ne reste plus qu'une chose, c'est la révolution. Même quelqu'un qui arrivera après une élection, la pagaille est telle que vous avez des policiers et des militaires analphabètes, des policiers et des militaires voyous, le ministre des Finances, celui qui est censé protéger les comptes publics, ne sait même pas comment faire pour protéger les comptes publics, il va pleurer. Ce que M. Christian Yoka a fait, il va pleurer, c'est comme si vous et moi, on allait pleurer chez un chef de gang pour lui dire, bon, ne nous casse pas la gueule, pardon quoi, hein, arrête un peu. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais dès lors que eux, ils ont vu le diable, les chefs du village, eux ne savent plus quoi faire, eux se plaignent, mais ils se plaignent auprès de qui? Qui doit donc gérer? Eh bien, c'est le souverain primaire, c'est-à-dire le peuple. Ils sont en train de dire eux-mêmes aux Congolais, mais soulevez-vous contre nous. Nous-mêmes, on n'y arrive plus. Ils sont tellement pris dans le système qu'ils ne savent plus comment s'en sortir. Et donc, prenez ces genres de propos tenus par les responsables congolais comme des appels au secours faits au peuple congolais. Comme des appels au secours, c'est-à-dire, peuple congolais, qu'est-ce que vous attendez après tout ça pour vous soulever? Il faut nettoyer les écuries d'Ojas. Le Congo ressemble aujourd'hui aux écuries d'Ojas. Et Ojas, ces écuries d'Ojas, eh bien, qu'est-ce qu'il fallait faire? Eh bien, il faut dériver les cours d'eau pour les nettoyer. Aujourd'hui, le symbole de la révolution du fleuve, c'est ça le nettoyage des écuries d'Ojas. Il n'y a pas de solution, M. Perrin. Dites-moi, donnez-moi le nom du Congolais qui va arriver en 2026, qui va remplacer Sassou, et en 5 ans, on va lui demander quoi? Qu'est-ce qu'il ferait en 5 ans? Or, la révolution aura l'avantage de renvoyer un message clair à la fois au pouvoir qu'on va démettre, mais aussi aux étrangers qui ont pris en otage nos finances publiques et notre économie. Même les banques. Sans les banques, l'économie d'un pays n'existe pas. Or, regardez l'état de nos banques. Voilà, on va avancer, Didier Monivolo. L'argent détourné, tout le monde sait qui fait quoi, qui détourne quoi, mais personne n'est inquiété, personne n'est interpellé. Le président sait, il connaît ses voleurs, il l'a déjà dit, je les connais tous, un tel ou un tel autre a fait ci, je peux le leur dire, mais il ne le fait pas. Alors, cet argent détourné, pardon? Donc, Sassou, il le dit lui-même, mais il ne sanctionne pas. Alors, qu'est-ce que vous attendez de lui? Ben voilà, c'est comme ça, probablement, c'est comme quelqu'un disait, c'est le carburant de son pouvoir, c'est-à-dire laisser les gens voler, piller, la corruption se généraliser, et c'est comme ça que fonctionne en fait son pouvoir. Et donc l'argent volé, visiblement, c'est cet argent aussi qui aurait servi, je mets encore ça entre guillemets, mais tous nous avons vu le reportage sur l'inauguration par le couple Nathalie et Christelle Sassou Nguesso à Kinshasa de l'école Regard d'Afrique Academy que je vous propose de suivre avant de commenter. Suivez. Retenez bien ce nom, Regard d'Afrique Academy. C'est la nouvelle école à standard international qui a officiellement ouvert ses portes ce mercredi avec un personnel enseignant rigoureux
Elle incarne des valeurs de l'éducation moderne et fiable. Le reportage. Et si la grandeur du continent noir commençait dans ces salles de classe? Regard d'Afrique Academy ouvre officiellement ses portes à Kinshasa. Située sur 5 avenues du Fleuve dans la commune de Ngaliema, cette école à renommée mondiale, diligentée par Nathalie Sassou Nguesso, peut se targuer de son programme anglophone qui facilite l'estime de soi des apprenants. Pour rassurer les parents, Regard d'Afrique Academy mise sur une formation de qualité, assurée par des professeurs qualifiés. Aimer, aider et agir, c'est le slogan de cette école qui s'implante peu à peu depuis le Congo-Brazzaville. L'inauguration a été faite en présence du ministre provincial de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Voilà, Didier Bouni-Volo, Nathalie et Christelle Sassou Nguesso ont inauguré voilà, une école visiblement construite avec de l'argent volé au Congo-Brazzaville. C'est le moins qu'on peut dire. Bon, en tout cas, ce n'est pas Tshisekedi Tshilombo qui leur a donné l'argent. Première chose. Deuxième chose, il faut que, quand il y a de telles opérations, Christelle Denis Sassou Nguesso et sa femme nous disent qui sont les donateurs. Vous savez, ce genre d'activité, que vous soyez aux États-Unis, en France, en Chine, il faut avoir des donateurs, c'est-à-dire des grandes entreprises qui vous font qui font du mécénat, qui vous font des dons. Donc, nous savons très bien que c'est l'argent public congolais. Mais je vais encore mieux expliquer les choses aux Congolais. En fait, moi, je ne connaissais pas cette école, hein, école Regard d'Afrique Academy. Alors, semble-t-il que cette école, la première se trouve plutôt à Brazzaville, donc maintenant, ils ont ouvert à Kinshasa. Semble-t-il que beaucoup de responsables congolais mettent leurs enfants dans cette école. Mais cette école, en fait, elle ne sert pas à former les cadres congolais. Même quand on vous parle de l'université Denis Sassou Nguesso, Monsieur Perrin, ne vous trompez pas. Même quand on vous parle de BGFI Bank ou la banque de Monsieur Okemba, en fait, toutes ces unités sont là pour blanchir leur argent, puisque c'est des unités officielles. Au Congo, on n'a pas un système bancaire où on va vous dire payer par chèque, payer par virement, payer par, comment on appelle ça, payer par carte bleue. Les frais de scolarité, tout est versé en espèces. Dites-moi, qui contrôle le nombre d'élèves ou d'étudiants dans ces écoles-là et dans ces universités? Donc, eux, ils déclarent les recettes des étudiants ou de telle ou telle chose. En fait, c'est l'argent du pétrole, l'argent des mines, l'argent des douanes, l'argent qu'ils détournent. Comme ils ne peuvent pas aller verser cet argent dans leur compte offshore comme ça, donc ces business sont autant d'unités pour blanchir donc l'argent. Comme ça, ils vont dire, ce sont les recettes de notre école, ce sont les recettes de notre banque, ce sont les bénéfices de telle ou telle entreprise, mais en réalité, c'est du blanchiment d'argent, c'est de l'argent public. Et donc, c'est une famille qui vraiment fait du tort à notre pays. Il n'y a pas de lendemain avec ces personnes. Et en plus, cette femme, pourquoi c'est maintenant seulement qu'elle ouvre cette école avec Christelle Denis Sassou Nguesso? Et de toute façon, je vais vous faire une promesse, M. Perrin. Demain, nous arrivons, quand je dis nous, c'est-à-dire les autres Congolais qui arriveront au pouvoir, moi, je serai favorable pour que tous ceux qui ont de la richesse au Congo, chacun vienne expliquer l'origine de sa fortune. Bill Gates, vous pouvez vérifier l'origine de sa fortune. Mark Zuckerberg, on peut vérifier l'origine de sa fortune. Donald Trump, qui est président américain, milliardaire, il a été milliardaire avant d'être président de la République. Il n'y a pas de doute sur sa fortune. Barack Obama, qui n'a jamais été millionnaire, eh ben, il a quitté le pouvoir, il n'est pas millionnaire. Les enfants de Barack Obama ne sont pas des femmes d'affaires, ces deux filles. Donc, il y a des gens qui ont écrit des livres sur l'origine de la richesse des nations. La richesse ne tombe pas du ciel, ça c'est faux. Et donc, les Congolais ont de la méthodologie pour que demain, on dise, monsieur, madame, venez, expliquez-nous, votre argent vient d'où? Qui sont les mécènes? On peut aller les interroger. Comment vous avez fait pour avoir tout ça? Il n'y aura pas de chasse aux sorcières, mais il y aura de la justice. Didier Mounivolo, quelque chose de frappant, c'est que
Lorsqu'on regarde la structure, on regarde l'école, l'établissement lui-même, euh, bon, je vais me tromper, mais j'ai regardé, j'ai analysé, c'est quand même un établissement aux normes actuelles, de construction des écoles actuelles. Donc, ça veut dire que Denis Christel Sassou Nguesso est bien conscient que le monde a tellement évolué que désormais, il faut de telles écoles. On n'arrive pas à construire ces mêmes écoles pour les élèves congolais. Je ne parle pas de leur école privée, comme ils disent. Bon, vous l'avez expliqué, tout ça c'est pour le blanchiment d'argent, mais pourtant ils ont ça en tête. Ils savent que désormais les écoles doivent être de ce standard, par exemple. Pourquoi ne construisent-ils pas les mêmes écoles au Congo, Brazzaville, là où on sait que les enfants s'asseyent à même le sol pour faire cours, les enfants sont là en pléthore dans les salles où j'allais dire, les enseignants se retrouvent avec 200, 300 élèves. Pourquoi ne font-ils pas la même chose au Congo? Il y a une causalité, il n'y a pas une seule cause, hein, comme disent souvent les sciences sociales, il y a une causalité à cela. Parmi les causes, vous avez le fait qu'il y a un désamour entre ces gens-là du pouvoir, la famille Sassou, le pouvoir et le peuple. Donc, eux, ils ne recherchent pas l'assentiment du peuple, ils ne recherchent pas la reconnaissance du peuple. Vous savez, il y a dans la vie des individus des événements qui marquent. Et ces gens-là ont été marqués par la perte du pouvoir en 1992. Sassou en parle très bien, mais aussi Pierre Ngolo, le président du Sénat. En 2016, peu avant les élections, quand on lui demande, il dit très clairement que si nous ne maîtrisons pas l'échéance, nous n'irons pas à l'élection. Nous n'allons pas organiser les élections pour les perdre, parce que nous avons connu la galère. Donc, il faut partir du principe que ces gens ne veulent pas quitter le pouvoir. Et ils savent qu'il y a un désamour avec les Congolais. Donc, s'ils font ça pour les écoles publiques, nos écoles où nous étions, en fait, ils ne peuvent pas détourner l'argent. Mais comme eux, leur principe, c'est détourner en masse l'argent public pour préparer leur fuite quand ils ne seront plus au pouvoir, donc ça devient pratiquement pathologique. C'est tous des malades mentaux. Ils fonctionnent de façon pathologique. Donc, quand ils font cette école-là, le principe, ce n'est pas, une fois de plus, d'instruire les Congolais. Si vraiment leur souci, c'était une vraie éducation nationale, ils investiraient en masse dans les écoles publiques. Vous savez que moi, j'entends que le Premier ministre, alors ministre à l'époque, quand il est ministre de l'Éducation nationale, il a lui-même des écoles privées. Mais écoutez ce que dit Théophile Obenga. Théophile Obenga nous dit quoi dans son discours sur la jeunesse africaine? Il dit, mais si le ministre lui-même, il a des écoles privées, pourquoi vous voulez qu'il prenne le budget de l'éducation nationale pour investir pour les écoles publiques alors que lui-même, il a des écoles? Il mettra ça sur ses écoles. Théophile Benga a très bien expliqué les choses. Donc, vous avez votre ministre d'État, votre ministre de la coopération internationale chargé du partenariat public-privé. Il a voyagé dans le monde entier. Il a signé 36 000 contrats, zéro emploi créé. Monsieur Perrin, zéro. Et il vient nous balancer une école juste pour faire de l'évasion. Mais c'est minable. Et puis, en tant que ministre, il ne peut pas se retrouver dans ces événements-là. Il ne peut pas être ministre qui gère le budget dans l'intérêt collectif, dans l'intérêt public, et avoir encore toutes ces affaires privées. Il y a un mélange de genres, il y a un conflit d'intérêts. À un moment donné, il faut que ces choses-là cessent. On ne peut pas être juge et parti. On n'a jamais vu ça au Congo. On n'a pas vu ça sous Ngwabi. Ngwabi président, on n'a pas vu ça. Yombi Opango président, on n'a pas vu ça. Alors, je ne vous cite même pas Massamba Deba, Youlou ou Pascal Elisouba. Donc, les Congolais ne peuvent pas faire preuve de cécité, d'aveuglement psychologique et faire semblant de ne pas voir ça et applaudir. C'est pas possible. On va terminer avec le dernier volet qui porte sur voilà la situation sécuritaire au Congo-Brazzaville. Parlons-en des assassinats, c'est le cas de le dire, hein, ce sont des assassinats planifiés qui ont cours au Congo-Brazzaville, tout en signifiant qu'évidemment les délinquants doivent être sanctionnés. Ils doivent être punis parce qu'ils ont posé des actes délictueux, des actes criminels et odieux.
C'est la vérité, tout le monde l'a vu, tout le monde le sait. Mais cependant, ils ont aussi des droits. Et c'est là que nous nous focalisons notre discours, c'est de dire combien même ils sont punissables, il faut le faire dans un cadre légal. Les arrêter, les présenter devant la justice, à la justice d'établir leur culpabilité et de les sanctionner même aux sanctions extrêmes. Pourquoi pas? Mais telles que les choses se passent aujourd'hui, ce sont des assassinats. On ne peut pas les prendre les gens dans leur lit, des jeunes qui dorment, on va les chercher dans leur lit et on les fusille devant parents, familles, enfants. Ça, ce sont des assassinats, c'est des crimes contre l'humanité. Et donc, moi, je reviens là-dessus parce que beaucoup de choses se disent désormais sur, évidemment, cette actualité très brûlante d'ailleurs, qui semble cristalliser, voilà, l'actualité congolaise, mais aussi qui réveille un peu les clivages. Et désormais, on note une vraie division au niveau du Congo. Et donc, moi, je vais d'abord commencer à chercher à comprendre avec vous, telles que les opérations, c'est vrai qu'on en avait déjà parlé ici, hein, la récente émission avec vous, telles que les opérations sont menées. Et je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a d'autres aspects aussi qui entrent en compte, c'est que ces jeunes sont tués, j'allais dire abattus à bout portant. Nous avons une image qu'on va vous présenter avant de continuer, mais je vais prier aux âmes sensibles de s'abstenir parce que l'image est tellement cruelle. Suivez. Jésus, Jésus. Oh, Jésus. Eh, 9 mois, maman. Maman, ça rebota. Maman. Oh, Jésus. Hey. Voilà, Didier Moueni-Volo, non seulement qu'on assassine, parce que ce sont des expéditions punitives. Je vais m'expliquer. Une fois que le jeune délinquant présumé, parce que jusque-là on n'a pas établi sa culpabilité, nous apprenons également qu'il y a d'autres jeunes qui ont été arrêtés, présentés devant la justice, condamnés par la justice. Ils ont purgé leur peine et se retrouvaient à la maison qu'on est allé encore chercher pour les abattre, pour les exécuter sommairement. Donc après, on se pose la question de savoir qui est réellement celui qui est désigné par Koulouna ou Bébé Noir. Est-ce celui qui a tué, a donné la mort? Est-ce celui qui a volé à l'arraché? Ou ce petit voleur qui a eu faim, qui est allé aussi voler une boîte de sardines? C'est là. Et c'est pourquoi nous demandons que ces jeunes soient arrêtés, présentés devant la justice pour que la justice fasse son travail. Ça n'a rien à défendre les bandits ou les délinquants. Mais nous disons, et je répète, telle que l'opération est menée, et c'est sans, voilà, je peux me tromper, mais je ne pense que ça ne souffre pas de doute ou de contradiction, ce sont des crimes contre l'humanité. Mais après, il faut aussi signaler que nous sommes à l'orée de la présidentielle de mars 2026. Avec le recul, Didier Mouini-Volo, quelle analyse peut-on porter sur cette opération? Mais je pense que cette opération, dès le début, a été faussée parce que montée pour des raisons qui sont plus des raisons fausses, plus des raisons de vengeance qu'autre chose. Je m'explique. Le phénomène Koulouna, ça fait des années, ça fait vraiment des années que nous avons ce phénomène Koulouna qui endeuille les Congolais. Nous étions nombreux, nous sommes nombreux à demander que la police trouve des solutions. On a vu comme ça de façon sporadique des images où la gendarmerie fait la descente dans tel quartier, la police fait la descente dans tel autre quartier et tout le monde applaudissait, mais sauf que ça revenait sans cesse. Jusqu'à un moment donné, ces jeunes Koulouna ont eu le bonheur ou le malheur de croiser le chemin d'une de leurs victimes qui serait membre de la sécurité présidentielle et on peut supposer que la sécurité présidentielle composée en grande partie de la famille de Sassou, donc certainement membre de la famille de Sassou ou de l'entourage proche de Sassou. Et là,
il y a cette vengeance, cette vendetta, cette riposte immédiate déclenchée par Serge Oboa à la demande de Denis Sassou Nguesso. Et là, on tire tous azimuts. On tue qui on attrape. Mais soyons sérieux, M. Perrin. Lorsqu'on dit il faut arrêter les Koulouna et les exécuter, mais en fait, c'est qui est Koulouna? Quelle est la caractéristique d'un Koulouna? Comment on reconnaît? Parce que dans une cité, dans une civilisation, on ne peut pas comme ça jeter l'anathème sur les jeunes, sur une catégorie de la population et se mettre à les exécuter. Et la preuve, nous étions sur R7 les premiers à alerter sur les bavures, sur les dérives, sur les dommages collatéraux. Je me souviens, j'ai dit attention, le problème de cette façon, de faire de cette façon, ce sont les dommages collatéraux. Et qu'est-ce qu'on observe? L'image que vous venez de montrer, Monsieur Perrin, sommes-nous encore des humains au Congo-Brazzaville? En République du Congo, sommes-nous encore des humains? Un homme, pour ne pas dire un jeune, ligoté, ne représente plus un danger pour le militaire qui est armé. On voit les images, on n'entend pas ce qu'ils disent, mais visiblement, il lui demande de se mettre à genoux. Il se met derrière lui 5 balles. Dès la première balle, il tombe, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Monsieur Perrin, il faut poser la question aux philosophes congolais. Semble-t-il qu'il y a un cercle de philosophes à Pointe-Noire et à Brazzaville. C'est quoi être humain? C'est quoi l'humanité au Congo? C'est quoi la République au Congo? Posez la question à l'archevêque de Brazzaville. Qu'est-ce que cette image lui renvoie? Sommes-nous encore des humains? Nous sommes-nous encore dotés d'une raison? Parce que si on raisonne, on ne peut pas tuer quelqu'un comme ça. Peu importe ce qu'il a fait. Monsieur Perra, vous savez qu'est-ce qu'on a fait des nazis? Ils ont été jugés à Nuremberg. Jugés, le procès de Nuremberg. Les nazis qui ont créé des, comment vous appelez ça, des camps de des chambres à concentration. gaz, voilà, des camps de concentration. Ils ont mérité une justice. Après, certains ont été condamnés à mort, d'autres ont été relaxés, ainsi de suite, prison à vie. Mais là, ces pauvres jeunes sont condamnés sans jugement. Et personne ne sait si c'est vraiment des Koulouna. Alors, je suis tombé sur la vidéo sur WhatsApp d'un commerçant, acteur économique à Ouesso, qui nous informe que lui, comme des dizaines et des dizaines de jeunes opérateurs économiques de Ouesso, après une journée de travail, ils sont chez eux à dormir. La police de Ouesso a fait une rafle au petit matin, il dit au petit matin, donc on peut imaginer 4h, 5h du matin, les arrête, ne leur dit pas pourquoi, les amène au cachot, et l'équipe qui remplace l'équipe du soir vient pour dire, celui qui veut sortir, il paye 20 000 francs. Monsieur Perrin, dans le droit, dès lors que la police se présente chez vous sans mandat, vous arrête, on n'appelle pas ça une arrestation. On appelle ça un kidnapping. Et le kidnapping, c'est condamné par la loi, c'est des délinquants. Les policiers de Ouesso, c'est des délinquants. C'est le kidnapping. Le fait de les mettre au cachot, sans mandat d'un juge, il n'y a que le juge qui peut décider. Sans mandat d'un juge, ce n'est pas mettre au cachot. Ce n'est pas de la garde à vue. On appelle ça une séquestration. Les Congolais, écoutez-moi, quand vous entendez séquestration, c'est quelqu'un qui est retenu même dans un commissariat de police sans justification et sans mandat du juge. Et lorsqu'on leur demande de payer 20 000 francs, en dehors de tout acte judiciaire ou administratif, on appelle ça le racket. C'est être macro. Donc, ce que les policiers de Ouesso viennent de faire, la vidéo qui tourne sur les réseaux sociaux de ce commerçant, c'est un kidnapping suivi d'une séquestration et suivi d'un racket en bande organisée. C'est ce qu'on appelle la criminalité en bande organisée. C'est-à-dire, Oboa doit réserver à la police de Ouesso le même traitement qu'il réserve aux jeunes de Brazzaville qu'il est en train de tuer comme des lapins ou encore, comme je ne sais bétail pas, en plus, oui. Comme du bétail. Eh oui, le problème, c'est que, comme vous avez posé une question légitime, qui est réellement bébé noir ou Koulouna, tels qu'ils le disent? Parce que nous apprenons également qu'il y a des jeunes, quand on les arrête, qu'est-ce qu'ils font? Voilà, ils se mettent à regarder, à scruter le corps,
quitte à retrouver des stigmates sur le corps. Et quand on vous retrouve avec des stigmates ou même avec les tatouages, alors que c'est une tendance actuelle, vous êtes accusé de Kuluna. Et rien que pour ça. Ça, c'est la DGSP, la DGSP. La DGSP depuis Pointe-Noire. Il y a qu'à ça, le tatouage. Ça, le tatouage, va me faire. Regarde, là, la DGSP, la DGSP. Vous périssez. Mais qui a défini dans la loi congolaise? Donnez-moi, je ne sais pas si c'est dans le code civil ou dans le code pénal ou dans le code de procédure pénale qu'on a défini que avoir un tatouage, c'est être délinquant. Avoir un tatouage. Mais vous savez combien de sportifs au monde ont des... Est-ce qu'aujourd'hui, on peut expliquer aux Congolais comment on définit le délinquant au Congo? Il y a eu un jeune qui a été tué parce qu'il avait des cheveux teintés. Sa photo traîne sur Facebook. Et sa famille dit, mais il n'a rien à voir avec le phénomène Kuluna. Mais plus grave encore, M. Perrin, je vois sur Facebook des gens applaudir les pères qui ont livré leurs enfants Kuluna et ces Kuluna ont été tués. Mais en fait, ce que vous oubliez, ce que certains oublient, c'est qui va régler le conflit psychique de ce père qui, pour sauver le reste de la famille, a livré son enfant. Et qui va régler le traumatisme de cette famille qui dit, si on a encore une maison, parce que papa a sacrifié un tel, notre frère. Là, nous voyons les conséquences matérielles. Mais personne ne se préoccupe des conséquences psychologiques de la famille. Ce père, même s'il a livré son enfant, vivra avec le drame psychologique du fait qu'il a livré son enfant à des meurtriers. Il y a un autre père qui était assis devant chez lui. Il explique, hein, c'est sur Facebook, les gens peuvent regarder, les gens ont regardé. Le père dit, j'ai vu les militaires tuer un jeune, mais j'étais loin d'imaginer que c'était mon fils. C'est seulement par la suite que je réalise que c'était mon fils. Mais vous imaginez? Pour les familles touchées, Narcisse Ngasaki a vu son fils mourir sous ses yeux. Les forces de l'ordre lui ont tiré dessus sans mandat ni interpellation. On l'a arrêté là-bas, chez eux là-bas. Ils ont amené seulement l'enfant ici, même moi-même, je ne m'attendais même pas. Je ne savais même pas que c'était mon fils, on a tué devant moi. J'ai dit aux gens, on a mis. Moi là, bayo bomeawa. Bomeme bembangwa. Maintenant, là où vous êtes assis là, on amène le corps ici. Papa bosse là, moi, c'est à partir de là, j'ai vu. C'est lui. Exécution sommaire, logement endommagé, des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux montrent les dégâts causés par la DGSP. Ces exactions sont en contradiction non seulement avec la constitution du pays, mais aussi avec des conventions que le pays a volontairement ratifiées, notamment la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Il s'agit là des actes constitutifs des crimes contre l'humanité et c'est pourquoi nous continuons à réclamer l'arrêt immédiat de ces expéditions criminelles. Mais nous sommes repartis dans la société sauvage. Oui, mais l'argument aujourd'hui, c'est de dire non, c'est parce que vous ne savez pas, vous ne connaissez pas la dangerosité de ces jeunes délinquants. Ils sont vraiment criminels, ils sont cruels, ils sont... Mais personne n'a dit parce le que vous contraire. ne vivez pas ça. Et cet argument suffit pour justifier. Personne n'a dit le contraire. Personne n'a refusé le caractère criminel des bébés noirs. Mais tout ce qu'on demande, c'est que les choses soient faites dans les règles de droit. Je vous ai cité l'exemple de Wesso, où une vingtaine ou une trentaine de jeunes sont ramassés dans la ville, sans qu'on leur dise pourquoi on les arrête, sans qu'on leur dise qu'est-ce qui se passe. Et ces jeunes témoignent en disant, mais moi, je suis opérateur économique, je ne suis pas un voyou. Mais c'est quoi? Et combien même qu'on détruit les maisons, mais c'est quel cadre légal qui dit qu'il faut détruire les maisons? Et je l'ai dit sur votre chaîne la dernière fois. Lorsque les Angolais prennent Kimongo,
Pourquoi on n'envoie pas la sécurité présidentielle? Alors Didier Bouindi-Volo, puisque vous rappelez à Kimongo, évidemment, nous savons que là-bas, il y a eu plusieurs incursions d'ailleurs de l'armée angolaise et l'armée congolaise n'a jamais réagi, mais aussi à Tiambanzasi où les soldats angolais sont entrés tuer le chef du village et son secrétaire. Là aussi, on n'a pas vu l'armée congolaise réagir. Bon, moi, j'aime bien les appeler comme ça, une milice de Sassou Nguesso, c'est la vérité. Bon, après, il faut qu'on nous démontre un peu le contraire. Mais donc, on a constaté que, bon, encore, on peut encore le leur concéder, l'armée congolaise est formée pour tuer les civils et non pour aller défendre la République. C'est ce qui ressort. Mais visiblement, c'est ce que nous constatons avec nos militaires. Ils sont plus aptes à tuer les civils désarmés que d'aller se battre avec des militaires comme eux à Kimongo ou à Tchambanjassi ou le long du fleuve quand vous avez des voyous, bandes armées de la RDC qui occupent nos îles. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est comment on peut encore trouver au Congo des gens capables d'applaudir de tels comportements. Mais on le répétera jamais assez, mais il faut que les juristes viennent expliquer c'est quoi un délinquant au Congo. Quels sont les actes constitutifs du code pénal et du code de procédure pénale qui définissent la délinquance au Congo? Est-ce que, comment on appelle ça, avoir des marques sur son corps, que ce soit des tatouages, que ce soit les tresses sur la tête, quand vous entendez des Congolais dire ah maintenant il faut bien se coiffer parce que si on est mal coiffé, donc on est un Kuluna. Mais est-ce que c'est la définition juridique du Kuluna au Congo? En fait, le problème de Sassou, c'est quoi? C'est que Sassou, quand il était arrivé au pouvoir, on a connu ces Motonamoto à Bongissa. Sassou a toujours été le chantre de la pagaille, le maître de la pagaille. Nous avions par exemple une société Lina Congo qui fonctionnait bien. Quand Sassou arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Ah, yo, monsieur Intel, madame Intel, yo, Namboka Intel, Mata Nampepo Lina Congo, billet na yo que fout à Mahawa. Mais depuis quand on prend un avion sans payer son billet? Sassou, c'est le règne, toujours le règne de la pagaille. Oh, Kamata Massoua, Massoua, fleuve Congo, Massoua, ville de Brazzaville, billet noyé Kofuta Mahawa. Mais pourquoi on n'achète pas le billet, on envoie pour garantir les caisses de l'entreprise? Oui, Didier Monivolo, malheureusement, oui, je vais vous laisser terminer tout à l'heure, mais le temps aussi est presque à la fin. Tout à l'heure, on parlait donc de ces assassinats et il faut les requalifier comme ça. Ce sont des assassinats, des expéditions. Mais il ne pourra pas les qualifier, il ne sait pas comment les qualifier. Oui, il ne pourra pas les qualifier. C'est des expéditions punitives parce que, en dehors de ceux qui sont en train d'abattre à bout portant ces jeunes, sans procès, ce qui est dangereux d'ailleurs, parce que personne ne sait si celui qu'on vient de tuer, c'est lui qui a posé tel ou tel autre acte. C'est par signalement et ça se passe par appel téléphonique moyennant de l'argent. Et je comprends pourquoi certaines pages aujourd'hui sont remplies de ce genre de messages. Oui, un tel c'est un Kuluna, moi je le livre. On affiche même les photos des gens pour dire que c'est un Kuluna. Tout ça, ça leur fait... En fait, ils en ont fait un commerce. Je parlais des expéditions punitives simplement parce que, en dehors de ce qu'on est en train d'assassiner ces jeunes, mais une fois assassinés, on interdit la famille d'observer un deuil pour la victime. Ça ne s'arrête pas là, on détruit, donc on démolit la maison de la famille, on demande à ces familles de ne pas vendre la parcelle jusqu'à 5 ans, bien sûr, ils n'ont pas le droit de vendre cette parcelle, ni de reconstruire dans la parcelle. Mais ça ne s'arrête pas là. Quand on prend votre fils, la DGSP demande aux parents du présumé délinquant de signer un document comme quoi ses parents ne porteront jamais plainte contre la DGSP. Pourquoi toutes ces méthodes-là? Je ne sais pas si même en Corée du Nord, des choses comme ça peuvent se passer, mais ça m'étonnerait, même en Chine, je ne rêve pas ça, en Chine. Mais en fait, vous savez, ça montre que le travail que vous faites, le travail réalisé par R7 et par les intervenants, tout ce qui passe sur R7, c'est un travail qui porte les fruits malgré tout. C'est-à-dire qu'ils veulent maintenant prendre des précautions en disant
les parents avaient signé pour ne pas nous poursuivre. Mais en réalité, ces documents n'ont aucune valeur juridique, aucune valeur administrative. Ça n'existe pas. Vous savez, ce n'est pas le Congo qui a inventé le droit international, notre droit à nous, c'est des copier-coller de ce que les autres ont fait. Hein. Nous, on ne va pas inventer la poudre. Le droit est clair. Un militaire, l'arme qu'on donne aux militaires, il ne peut tirer que contre un autre militaire armé. La définition de crime de guerre, c'est quand vous Armé et qui tirez... constitue une menace pour lui, bien sûr. Lorsque vous êtes militaire contre militaire, bombardement contre bombardement, il n'y a pas de souci. Ou encore, des terroristes, des bandits, les Koulouna qui ont des armes, vous les neutralisez avec vos armes, il n'y a aucun souci. Mais quand on a les images des individus ligotés, menottés, et on arrive dans la rue devant tout le monde et on les assassine, eh bien, ça, faites ce que vous voulez. Vous n'aurez pas de terre d'asile. Il n'y aura pas de terre d'asile pour Sassou Nguesso, pour Oboa, pour tous les militaires de la sécurité présidentielle le jour où Sassou tombe. Il n'y aura pas de terre d'asile. Et croyez-moi, je vous mets au défi. Remplacer Sassou par Jean-Jacques Bouya. Même Jean-Jacques Bouya ne pourra pas les protéger. Remplacer Sassou Nguesso par Christelle Denis Sassou Nguesso, lui-même ne pourra pas les protéger. En fait, je demande juste à ces militaires de cesser de tuer les pauvres Congolais de cette façon-là. Si réellement ce sont des voyous Koulouna, livrez-les à la justice. Si Bininga ou Bininga, je ne sais pas comment vous l'appelez, votre ministre de la Justice, avec le procureur. D'ailleurs, M. Perrin, qu'est-ce que nous découvrons? King Obami se plaint et dit comment se fait-il que ces jeunes se retrouvent sans cesse dans la rue alors qu'ils sont arrêtés et livrés à la justice. Mais on apprend que le bureau du procureur traficote avec les Koulouna, moyennant 20 000 francs, on les sort. Vrai ou faux, il faut que le procureur de Brazzaville vienne confirmer ou infirmer cette information des Congolais qui publient même les photos des substituts du procureur qui seraient en complice avec les Koulouna pour les sortir moyennant 20 000 francs. Pire encore, il y a un qui a publié aussi une vidéo disant que ce Koulouna que vous voyez là, on voit bien sa photo, à chaque fois qu'on l'arrêtait en prison, il sortait parce qu'il était protégé par Ambende Nguesso. Oui, Ambende Nguesso, le neveu de Denis Sassou. Donc, vrai ou faux, mais il faut qu'il y ait des enquêtes. Oui, mais la question qu'on se poserait, tout de même, elle est légitime. On veut pourquoi n'a-t-on pas arrêté Ambende Nguesso, qui a été cité par ces éléments Koulouna qui l'entretenaient? Pourquoi on n'a pas arrêté Ambende Nguesso? À chaque fois que vous touchez à la famille présidentielle, on vous tombe dessus. C'est-à-dire, les Koulouna sont victimes de cette vendetta parce que un groupe de Koulouna s'est attaqué à un individu qui s'avère être de la sécurité présidentielle. Avant, les gens s'en moquaient. Je vous prends un autre exemple. Il y avait des braquages dans des maisons au Congo. Des petits commerçants qui se faisaient braquer. Jusqu'à ce qu'un jour, on apprend que c'est un policier dénommé Morgan qui le faisait, mais parce qu'il a braqué une femme, cette femme s'avère être la copine de Claudia et il semblerait que la petite copine de Sassou Nguesso. Vous parlez de l'affaire Mère Alice, c'est ça, je crois, oui. Je crois. Donc, dès lors que ces voyous policiers qui faisaient des braquages dans des maisons des gens, dans des maisons de commerçants, ont commis l'erreur. Alors, quand je dis ont commis l'erreur, je ne suis pas en train de les soutenir, c'est un langage intellectuel, sociologique, psychologique. Ils ont commis l'erreur, c'est comme ça qu'on peut interpréter ça, d'aller braquer la maison d'une femme qui est une copine de Claudia Sassou Nguesso et qui sortirait avec Denis Sassou Nguesso. Et bien là, on a dit, il faut les taper dessus. Et d'ailleurs, je me souviens, lorsqu'on a parlé du braquage de cette femme-là, les commentaires sur Facebook, allez lire, disaient déjà, attention, cette femme, c'est la copine de Claudia et l'amie de Claudia, petite copine de Sassou Nguesso. C'est sûr que ceux qui ont fait ça peut se comprendre, Didier Moueni-Volo, parce que vous l'avez rappelé, ces jeunes n'ont pas pour, voilà, je ne sais pas les vanter, mais non pas pour cautionner aussi les crimes qu'ils ont commis, ils en ont commis dans la ville, ils ont sémé la terreur, mais bien sûr, tant que ça ne concernait que la population ou les autres, là, ça ne posait pas problème, ils pouvaient continuer de toute façon. Ils sont entretenus par des commissaires de police, ils sont entretenus par des ministres, par des généraux, par des colonels. Et donc, ça pouvait
se Ah pérenniser oui, même, sans problème. Mais dès lors qu'ils ont touché le cercle présidentiel, à ce moment-là, Sassou est sorti de sa tanière. Parce que eh oui. l'affaire Mère Alice, que vous rappelez, avec Morgan qui se retrouve actuellement en France en train de se filmer alors qu'il a été condamné, je ne sais pas, pour 7 ans de travaux forcés et 20 millions d'amende. Mais ce même Morgan, avec son équipe, ont dévalisé plus de 400 millions chez le pasteur, comment on l'appelle, Castanou. Castano, c'est ça? Castano, je crois. Castanou, oui. Castanou qui Oui. disait d'ailleurs, il avait même nié les faits. Alors que c'est lui qu'on venait de voler 400 millions. Il nie les faits parce que bah, il se disait certainement si j'accepte, on va dire mais comment je gardais jusqu'à 400 millions dans la maison. Mais Thésaurier l'argent, évidemment, c'est ça le problème. Mais l'origine, plus tard, comment il une année, je justifie? crois, après, il est sorti finalement de ses réserves pour dire évidemment, voilà, et reconnaître que évidemment l'argent avait été volé chez lui. Ce sont les mêmes équipes. Là-bas, c'était 400 millions. Et chez Mère Alice, dont vous faites état, là-bas, je crois que c'est 50 millions qu'ils ont dû voler, ces jeunes-là. Mais puisque c'est le cercle de Sassou Nguesso, et là, Morgan, malheureusement, est allé grimper sur un arbre qu'on ne grimpe pas, voilà, et on est tombé sur lui. En fait, ça me, ça me pousse à revoir un peu le mode opératoire, le début de cette opération. Et c'est ce qu'on ne dit pas assez, c'est que c'est parti d'un acte de vengeance. Vous l'avez expliqué, c'est quand on a tenté, comme qui dirait, à un membre, à un élément de la DGSP, que la DGSP s'est dite, mais non, là, on ne peut plus les regarder faire, il faut les sanctionner. Et là, ils ont commencé finalement à battre à bout portant ces jeunes. Bon, puisque ça a créé de la ferveur populaire, évidemment, ils se sont dit, bah, mais pourquoi ne pas sauter sur cette occasion pour essayer de redorer le blason du tyran qui est mais vraiment en mauvaise posture actuellement. C'est ce que Mais moi j'ai compris. vous avez tout expliqué. C'est-à-dire qu'on est parti d'une simple vengeance qui pouvait durer une journée, une semaine, mais on s'est dit, mais tiens, c'est aussi une opportunité de renvoyer un message aux Congolais, mais aussi de les terroriser surtout, de les terroriser avec l'espoir qu'en 2026, ils ne nous menacent pas. Mais les bébés noirs, c'est une fabrication du pouvoir. C'est la créature qui se révolte, qui commence à détruire son créateur. C'est-à-dire un Et monstre souvent, qui échappe à son créateur. regardez les films d'Hollywood, on crée un monstre, on crée un cyborg, et une fois qu'il commence à se retourner contre nous, eh ben, il faut le détruire. Donc, parce qu'on commence à perdre le contrôle. Mais tant qu'il détruit les autres, il n'y a pas de sujet. En fait, ce sont des opportunités comme ça qui se mettent les unes à côté des autres. C'était se venger du fait qu'on a touché l'un des nôtres, mais après, c'est une opportunité aussi de terroriser la population pour leur faire peur de ne plus nous toucher, mais aussi un message qu'on renvoie pour mars 2026, c'est-à-dire, même si ça sous-triche, même si ça sous se maintient au pouvoir, attention, on est en train de vous parler, c'est-à-dire que ces actes-là, c'est une manière de communiquer à la population c'est quoi la direction générale de la sécurité présidentielle. Ah, bah, Sakanakate. Ah, Bon, et Bakengolu. dans tous les cas, on verra bien lorsqu'ils seront devant la génération Z qui est en train de monter partout. Et on a vu ça à Madagascar, on a vu ça, c'était au Népal aussi, hein, je crois. Et voilà. Avec Oui, cette quand génération, le on a feu beau brandir les armes, je crois que ça ne passe plus. Nous allons Quand le peuple terminer. se soulève, on ne voit plus tout ça. On ne voit plus les armes. Ben voilà, on va terminer Didier Moueni-Volo avec enfin la dernière question, c'est que je ne sais pas si vous l'avez constaté, il y a eu un argument qui commence à monter, comme quoi la diaspora congolaise soutiendrait ou protégerait voilà ces jeunes délinquants présumés parce que elle comptait sur ces jeunes pour mener sa révolution au Congo contre le régime voilà en place. Oui, ça c'est les petites phrases des gens qui sont incapables. S'ils veulent, moi je suis disponible pour débattre avec eux. Vous savez, Monsieur Perrin, la révolution, ce n'est pas une chose simple. Lorsqu'on fait la révolution, il faut commencer par conscientiser les futurs révolutionnaires. Et croyez-vous que le CRC n'a rien à faire que de chercher à s'appuyer sur des jeunes colonna drogués, alcoolisés, sans structure, qui assassinent les Congolais? Vous savez ce que M. Poignet Et dont fait les à son maîtres âme? sont au pouvoir en plus.
C'est ça le problème. dont les maîtres sont au pouvoir. Vous savez ce que le général Poignet nous racontait quand on était pendant la démocratie de 92-97? Il parlait un peu de son parcours, de ce qu'il a pu apporter au Congo, et il dit qu'à un moment donné, le PCT l'accuse en tout cas de vouloir fomenter un coup d'État. Et il dit, on m'accuse de vouloir faire un coup d'État alors que je n'ai aucun bataillon sauf l'hôpital militaire. Il dit, à l'époque, je suis directeur de l'hôpital militaire. Alors, si on me dit que je veux faire un coup d'État, c'est que j'ai des hommes. Il dit, c'est vrai, j'avais des hommes, sauf que c'était des militaires malades. Et des militaires malades, alités, Avec les mal en point, seringues et les perfusions pour aller faire un avec coup des d'État. seringues et des perfusions. Alors, comment pouvez-vous imaginer que je vais faire un coup d'État alors que les rares militaires que je gère, ils sont tous alités, c'est des malades? Vous voyez, et ça, c'est toujours le côté complotiste du PCT. Le CRC fait un travail monumental que les Congolais peuvent juger en regardant votre chaîne R7. Et donc, nous sommes en train de conscientiser les populations congolaises, la classe moyenne, pour que la classe moyenne comprenne. Lorsque nous parlons des taxes, lorsque nous parlons de la TVA, lorsque nous soulevons comme ça les contradictions des membres du gouvernement, on ne s'adresse pas aux Kuluna. D'ailleurs, ils ne écoutent pas les Kuluna. Ils ne vont même Donc, pas comprendre parce que leur niveau d'abord de compréhension ne le permettra pas. Ils vont mais ils pas. ne nous suivent même pas. Vous avez déjà vu les analyses d'un Kuluna sur votre chaîne, ceux qui viennent commenter l'actualité sur votre chaîne. Est-ce que c'est des Kuluna? Les Kuluna sont occupés à autre chose. En fait, la peur des Kuluna, l'utilisation des Kuluna, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir qui les a créés, qui les a utilisés. Et maintenant qu'ils n'en ont plus besoin, que disaient les Romains? Quand on a fini de manger, de boire, de sucer tout le jus d'une orange ou d'un citron, qu'est-ce qu'on fait? On jette le reste. Et donc, ils ont fini de sucer la substance vitale des Kuluna. Les Kuluna deviennent une menace pour eux-mêmes. Et bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils décident de s'en débarrasser. Donc, inutile de dire que la diaspora comptait sur les Kuluna. Ce n'est pas la diaspora qui a créé les Kuluna. Ce n'est pas la diaspora qui a fabriqué. Mais par contre, les Congolais qui condamnent cette opération sont soucieux de ces jeunes qu'on a laissés sans éducation, qu'on a fabriqués en tant qu'enfants sauvages. Allez lire Les enfants sauvages de Lucien Malson. Ce n'est pas parce qu'ils sont nés sauvages, mais c'est parce qu'on ne les a pas éduqués. Et ça, c'est la responsabilité de Sassou et du pouvoir. Coliné Makosso a sa part de responsabilité. C'est lui qui était le ministre de l'Éducation nationale. Quand Sassou dit après, on a tout détruit. Mais quand Sassou le dit, qui est le ministre de l'Éducation nationale pour tout détruire? Il s'appelle Anatole Coliné Makosso. Donc, ce sont eux les responsables d'avoir laissé ces enfants sans éducation. Ils sont devenus donc des sauvages du fait qu'on ne les a pas éduqués. Et dans la société, qu'est-ce qu'ils font avec les crimes? Ils expriment leur côté sauvage. Et donc, le CRC, demain, pour ceux qui viendront au pouvoir, ils peuvent s'appuyer sur les analyses, les études, les productions du CRC et de R7 pour socialiser ces enfants, pour les éduquer, pour faire d'eux des citoyens congolais. Mais il n'y a pas que à Brazzaville, M. Perrin. Au nord du pays, on a beaucoup de contrées où il n'y a pas d'école, où les écoles ne sont pas des écoles de qualité, les enfants n'apprennent rien. Depuis 1998, 99, 2000 et les guerres dans le pool, les rares écoles du pool se trouvent à Kinkala. Vous enlevez Kinkala aujourd'hui, beaucoup de contrées dans le pool, regardez les images publiées par les habitants de ces contrées-là. Les enfants ne vont pas à l'école. Donc, il y a un gros travail que les gens feront quand ils arriveront au pouvoir. Peu importe celui qui va arriver au pouvoir, qu'il soit de Kakamweka, de Betou, de Wando ou de Brazzaville, Pointe-Noire, Kinkala, Djambala, Sibiti, peu importe le Congolais qui arrivera demain, il aura une tâche colossale. Au Vatican, semble-t-il, il y a la chambre des pleurs pour le pape qui est élu nouvellement. Au Congo, on aura besoin de la chambre de pleurs pour le président qui va succéder à Sassou Nguesso parce qu'il va hériter d'un pays en pagaille, mais vraiment un désordre inexpliqué. Comme qui dirait, après lui, c'est le déluge. C'est un peu bien sûr. la stratégie Eh ben, de la terre brûlée. Après son déluge, nous ferons la reconstruction. On n'a pas peur. Mais merci, par contre, les gens doivent rendre des comptes. Voilà, merci Didier Moini-Volo. Nous sommes à la fin donc de cette émission. Grand merci d'avoir été disponible hein, pour répondre à toutes nos questions. Voilà, c'est tout. Je vais dire, c'est la fin de cette émission.
Merci à vous en tout cas de m'avoir invité et j'espère que les Congolais comprendront le sens du travail que le CRC est en train de faire et ils vont incarner tous la révolution du fleuve, le fleuve Congo qui nous unit du nord au sud en tant que citoyens uniques pour défendre les intérêts de notre patrie. Merci Didier Mouini-Wolo, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir encore suivis. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo, partagez et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette émission. On se retrouve très prochainement, probablement dans le même cadre, pourquoi pas avec la même ambiance. Au revoir et à bientôt. Merci, à bientôt.